VIP, votre information patrimoniale avec Palatine, banque des ETI, des dirigeants et banque privée. Bonjour et bienvenue dans votre information patrimoniale. Je suis ravie de vous retrouver après cet été. C'est le premier numéro de la rentrée chahutée, mais on va en parler justement sur comment ajuster vos placements. Vous voyez défiler les records boursiers du côté des États-Unis. L'Europe ne se porte pas si mal, mais pas aussi bien. Alors on se posera la question de savoir si c'est le moment de revenir sur les marchés américains. À votre service. Ensuite, on fera une mise à jour d'un dossier qui vous a passionné, vous a concerné aussi sur les management package, puisque l'administration fiscale a apporté des informations et que c'est toujours bien d'en parler avec une avocate. Mais avant ça, on commence avec les dernières informations qui concernent votre patrimoine. Des précisions sur la contribution différentielle sur les hauts revenus. Déjà, une date à retenir, c'est le 15 décembre, c'est la date limite pour déclarer l'acompte qui sera prélevé dans les 48 heures suivant cette déclaration, ce qui est une nouveauté, mais ce qui irrite les fiscalistes, c'est bien d'avoir à estimer en décembre les revenus de l'année encore en cours et que les surplus versés ne soient remboursés qu'après demande. 16 300 contribuables en France sont concernés par cette CDHR. L'ESG reprend du poil de la bête. Après une décollecte record au premier trimestre, le T2 s'est beaucoup mieux passé. Selon des chiffres Morningstar, le taux de détention des fonds climat s'affiche encore à 41% des encours, moins que l'an dernier, mais toujours très en hausse sur le long terme, avec une bonne tenue des primo-souscripteurs. Première thématique investie, les énergies renouvelables, la gestion de l'eau ou encore la biodiversité. Attention aux propriétaires de locations saisonnières utilisant le statut de LMNP, les loueurs meublés non professionnels. De nombreux contribuables se sont fait redresser en activité commerciale par l'URSSAF après avoir dépassé le seuil de 23 000 € de revenus annuels sur location courte durée, même si cela ne représentait pas plus de 50% des revenus de leur foyer. Et puis enfin, on parle du yacht de celui qui a été l'homme le plus riche du monde quelques instants, Larry Ellison, PDG et cofondateur d'Oracle. Yacht amarré dans le port de Sète, c'est généralement là que le bateau de 87 mètres passe sa saison hivernale et effectue ses maintenances. Voilà pour les informations patrimoniales. Tout de suite, on se dirige vers le dossier du jour. Faut-il revenir sur le marché américain? C'est la question que l'on se pose dans votre information patrimoniale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de records sur les indices américains, le Nasdaq, le S&P, même le Dow Jones encore ces derniers jours. Kamal Shekari, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la gestion sous mandat chez Palatine Asset Management et d'ailleurs gérant aussi d'un fonds Palatine Amérique. Alors première question, est-ce qu'il faut céder aux sirènes de ces records et aller réinvestir ou investir sur ces marchés américains? La réponse est oui. En fait, le fait d'avoir des records, surtout sur le marché américain, ça ne veut pas dire qu'on est en surchauffe. En fait, historiquement, le marché américain a toujours eu des records. Il va toujours plus haut. Voilà. Pourquoi? Parce que le marché américain, c'est un marché dynamique, c'est un marché innovant, c'est un marché très liquide. Donc oui, on peut aller, mais en étant sélectif. C'est pour ça qu'on a besoin d'un expert pour nous accompagner sur ce marché-là. Mais même à un plus haut, à un record, on se dit que ça peut encore... on dit que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc comment on regarde ça par rapport au marché américain et aux valorisations aussi? L'Europe, en termes de valorisation, reste toujours plus attractive. En fait, c'est contre-intuitif, mais oui, il faut aller sur le marché américain. Pourquoi? Parce que on va regarder sur les 15 dernières années, en fait, le marché américain, même si on l'a acheté au plus haut, il a continué à dégager de la performance. D'accord? Donc sur cette partie-là, donc si on regarde pourquoi, en fait, les boîtes américaines, elles dégagent 2 fois plus de bénéfices que leurs homologues européennes. Donc il y a une raison pour ça, pourquoi on continue à l'acheter. Il y a aussi les marges bénéficiaires, ils sont supérieures de 50%. Et côté valorisation, effectivement, quand on regarde le S&P 500, il est cher, exactement. Mais j'ai envie de dire, le diable est dans le détail. Donc si on regarde les secteurs
et on compare secteur par secteur ou même titre par titre qui font la même chose, eh bien, c'est pas si cher que ça aux États-Unis. Autre chose, si on enlève les 10 plus grosses valeurs du S&P, donc les 490 autres valeurs, eh bien, la valorisation, elle baisse d'un tiers. Et ce qui fait qu'on va se retrouver avec une valorisation assez proche du marché européen. Alors sur quel secteur on va justement? Parce qu'il y a la tech qui est incontournable, parce qu'en fait si on n'est pas investi dessus, on manque quasiment toute une grosse partie de la performance. Mais il y en a d'autres qui performent aussi bien, l'industrie par exemple, ou encore des valeurs liées à la banque par exemple. Exactement. Nous, chez Palatine, on travaille avec des modèles d'intelligence artificielle. Alors nos modèles, c'est le modèle quantitatif, ils nous ont dit quoi? C'est d'abord la tech. On est investi sur la tech. Pourquoi? Parce qu'il y a le cloud, il y a les semi-conducteurs, il y a tout ce qui est lié à l'IA. Le deuxième secteur, c'est l'industrie, justement pour la relocalisation et l'investissement futur en infrastructure. Et le troisième, c'est, on va dire, la finance en général, c'est les services de paiement, des boîtes de paiement type Visa par exemple, c'est aussi les bancaires qui vont évoluer aussi avec l'IA et les finances. Et qui vont évoluer, et aussi les bancaires. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un cycle de baisse des taux de la Fed qui va être enclenché. Est-ce qu'on continue de se méfier du dollar qui a là aussi encore baissé, qui est vraiment à un plus bas depuis plusieurs années, et comment on protège son placement une fois qu'on investit sur les marchés américains pour pas justement se faire manger toute la performance par la faiblesse du dollar? Très bonne question. En fait, le dollar, c'est un vrai sujet, surtout sur cette année. L'année dernière, par exemple, donc on a eu une performance positive du dollar de 8%. Cette année, on baisse. On est autour de 1,18 voilà. En ce moment. Donc on est autour de 1,18, même un petit peu se rapprocher à 1,19. Donc on perd à peu près 15%. Moi, j'ai envie de dire, c'est qu'il faut le voir de deux manières. Soit pour un investisseur européen, on veut diversifier en fait en termes de devises, on va sur le dollar, donc ça va être une diversification. Soit on peut le protéger, et la façon pour le protéger, c'est acheter des parts qui sont hedgées, c'est-à-dire qui protègent avec une couverture. Voilà, avec une couverture. Et du coup, on va avoir la performance du marché action sans la performance de la devise. Avec des petits frais en plus quand même, parce qu'on paye la couverture, mais ça reste à la raisonnable. fin, ça reste très raisonnable. Ouais. Et quel point faible vous voyez à l'économie américaine? On dit beaucoup qu'il y a une dégradation, d'ailleurs c'est le problème de la Réserve fédérale, c'est qu'elle fait face à une inflation qui monte, mais aussi à l'emploi qui se dégrade. Quels sont les risques vraiment sur cette économie? Eh bien, déjà, il faut savoir l'économie américaine, donc là les derniers chiffres qu'on a eus en août, le PIB annualisé il est à 3,3%. Ça reste très bien. Donc quand on compare avec la France c'est 0,3, donc c'est x11. L'Allemagne fait moins 0,3. Donc déjà, on est dans une économie très résiliente et qui rapporte de la croissance. Par contre, il y a trois sujets en fait dans l'économie américaine. La première, c'est l'emploi. L'emploi, quand on regarde les chiffres de l'emploi, si on enlève tout ce qui est éducation et santé, l'économie américaine détruit des emplois. Ça, c'est important, parce que c'est pour ça que la Fed pourrait commencer à réduire les taux. La deuxième chose, c'est l'inflation. L'inflation, elle n'a pas atteint les 2%, contrairement à la France, contrairement à peu près dans toute la zone euro. La Chine, on est en désinflation. L'inflation aux États-Unis, elle est autour de 3% en fait. Et le troisième, c'est le déficit budgétaire. Et c'est pour ça Donald Trump, il est en train de mettre la pression sur Jérôme Powell pour baisser les taux. C'est justement sur cette partie-là, on se rend compte en fait que une grosse partie de la dette américaine, elle est sur le court terme. Donc baisser les taux, ça pourrait régler ce problème-là. Oui, pour la payer évidemment moins cher. Un mot de l'obligataire justement, le rendement du 10 ans américain. Alors là, on était sur les taux un peu plus longs. Il est quand même attractif, il est même plus haut que les taux européens. Mais il a progressé ces derniers temps. Ça traduit une inquiétude de la part des investisseurs qui veulent donc être davantage payés pour le risque. Donc est-ce qu'il y a un risque quand on investit dans une obligation américaine? Parce que pour l'obligataire, il faut aussi diversifier. Donc l'obligataire américain. En fait, sur l'obligataire, là, les taux de 10 ans, ils oscillent entre 4 et 4,5%.
D'accord. Ça reste très attractif. Et l'idée, c'est de pouvoir diversifier aussi en termes de duration, en termes de maturité. Il ne faut pas rester toujours sur le 10 ans et passer plutôt sur le court terme. Pas pourquoi? Parce qu'on sait que la Fed, elle va avoir au moins... Et pas sur le long terme, qui est encore plus risqué? Eh ben, en fait, on va jouer aussi la baisse des taux. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est que la courbe des taux, elle est plate. Et donc les taux 2 ans, ils sont assez proches des taux 10 ans. Ce qui va se passer, c'est que avec l'amorcement de la baisse de la Fed, on va avoir une courbe qui va se pontifier. C'est-à-dire que la partie courte, elle va baisser plus que la partie longue. Et du coup, on va pouvoir gagner de l'argent sur la partie courte parce que les taux, ils vont baisser. Donc ça, c'est intéressant. D'ailleurs, le fait que la Fed, donc on attend au moins 6 baisses d'ici l'année prochaine, la fin de l'année prochaine. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a la première baisse, à chaque fois, le S&P 500 a gagné de l'argent. C'est systématique. Donc, j'ai envie de dire que le marché américain, il revient au marché action. Exactement. Merci Kamal. Merci Aude. C'était un plaisir de se revoir. On espère que ça a été utile. Tout de suite, on se plonge dans le BOFIP avec notre avocate fiscaliste. C'est à votre service. À votre service, on répond à vos questions et l'interrogation de cette année. Alors après le précédent budget, pas celui qui nous occupe en ce moment, mais c'était sur le traitement des management packages. Il y a eu quelques modifications apportées. C'était flou. Il y a maintenant des précisions de l'administration dans son fameux BOFIP. On en parle avec vous, Shahinez Medebber. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris. D'abord, on va rappeler quel était l'enjeu de la réforme, donc au début de l'année. L'enjeu de la réforme, c'était de donner de la clarté, de la visibilité et de poser un cadre, apporter de la sécurité juridique aux acteurs du private equity et du LBO. Le management package, c'est un mécanisme qui est utilisé dans ces opérations financières à effet de levier et qui permet de mettre à niveau les investisseurs et les managers en leur octroyant des instruments pour accéder au capital. Donc, il y avait un sujet, puisqu'on avait des managers qui réalisaient des gains en capital et qui étaient aussi salariés dans la société. Donc fiscalement, on se posait la question, est-ce que c'est du gain en capital ou du salaire? Il y avait des contrôles, des redressements, et on avait besoin de clarté. C'est tout l'objet de la réforme, de fixer un cadre et d'apporter de la sécurité. Donc quelle précision a apporté l'administration fiscale dans son fameux BOFIP? Donc quel est le régime qui s'applique aujourd'hui? Le régime d'aujourd'hui se divise en 2 blocs. On a une double qualification. On a un premier bloc jusqu'à 3 fois le niveau de performance de l'entreprise qui est imposé en tant que plus-value, donc à un taux qui varie entre 34 et 37%. Et puis, ce qui dépasse ce seuil de 3 fois le niveau de performance est imposé en tant que salaire à un package d'imposition de 59%. La même chose. Dans ce package-là, on a une contribution sociale salariale de 10% qui a été créée pour le dispositif et qui alourdit significativement la fiscalité des managers. Et puis, les instruments du management package, donc les actions gratuites, les stock options, les actions de préférence, les actions ordinaires, tout ce qu'on peut retrouver dedans, ne sont plus possibles d'être inscrites dans un PEA. Donc quels sont les avantages encore aujourd'hui? Il y a une tolérance jusqu'à 3 fois, mais est-ce que ça rentre en général dans la moyenne des management packages? Alors la difficulté que l'on a, c'est que tel que ça a été pensé, ça va apporter une difficulté fiscale pour les managers, ça va alourdir leur fiscalité. L'administration a précisé ce qu'on entendait par contrepartie pour pouvoir rentrer dans ce dispositif. Elle donne des indications, mais il y a encore beaucoup de zones d'ombre, comme par exemple des situations internationales. On sait aussi que dans des opérations secondaires, où des managers veulent réinvestir, eh bien, ils n'auront pas le droit au sursis sur la partie qui est imposée en salaire, et ça les pénalise puisqu'ils n'auront pas le cash pour payer l'impôt en réinvestissant et en recevant des titres. Donc, ce qu'il faut voir dans les mois qui viennent pour la mise en pratique de ce dispositif, c'est comment le marché va s'adapter. On le constate déjà. On voit par exemple que les actions gratuites qui étaient privilégiées ces dernières années eh bien, sont abandonnées au bénéfice des actions de préférence, qui facilitent le calcul de la fameuse performance qui permet de faire basculer en traitement au salaire ou en plus-value. Oui. Et puis, on l'anticipe aussi, il va y avoir un travail de modélisation très important, d'anticipation, de chiffrage pour essayer d'anticiper la fiscalité des managers qui, je l'ai dit, s'alourdit de manière significative. Et donc aujourd'hui, si on doit structurer un management package, c'est ça qu'on regarde. Quels conseils vous pouvez donner ?
eh bien, c'est de modéliser un maximum pour essayer d'anticiper la fiscalité pour les managers, et c'est de maximiser aussi la performance et son calcul pour rester dans la partie qui est imposée en tant que plus-value, plutôt qu'en salaire, et on l'a vu, c'est quasiment du quitte au double. Et c'est souvent dans le calcul, en fait, que ça se joue. Absolument. Et à quoi s'attendre pour l'année prochaine? Alors, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal et que c'est le grand flou partout, mais est-ce que ça peut encore se durcir? Se durcir, peut-être pas. En tout cas, on espère, nous les praticiens, qu'il y aura une prise en compte des commentaires qui sont en cours de formulation. Il y a des discussions avec l'administration, puisque le BOFIP que vous mentionniez est en consultation publique, notamment sur les situations de réinvestissement par les managers dans des opérations secondaires, qui ne soient pas pénalisés en remettant leurs titres dans les opérations qui puissent avoir un sursis d'imposition, et que l'administration aussi nous donne plus d'indications sur les situations internationales quand il y a des managers qui sont en mobilité pour lesquels, à ce jour, en l'état du texte, on est en contravention un petit peu avec les principes de nos conventions fiscales. Merci beaucoup, Shahinez. Merci, Aude. Shahinez Medebert, avocate au barreau de Paris. C'est déjà la fin de votre information patrimoniale. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous le mois prochain.